Je me souviens, du fond de la cantine, depuis la table de direction, Olivier me regarde, me fait venir et me serre contre lui. « 20 ans plus tard, je porte plainte contre Olivier Tsitivo. Je raconte les attouchements chez lui et au caté, les couloirs où il me coinçait à la colo. Il est mis en examen, puis en prison. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui relève de l'entrevue. Aujourd'hui, on est en présence du réalisateur Jérôme Clément-Vils. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et de Alexandre Ruffier, Évidemment. L'inénarrable, comme d'habitude. Pour donc parler de ton dernier film, Ceci est mon corps, que Alexandre va peut-être un peu nous introduire. Jérôme, tu es documentariste. Depuis 2009, tu t'es intéressé aux sexualités, à Tinder, à l'adoption ou un grimpeur qui a perdu l'usage de ses membres. En 2024, tu braques ta caméra dans un miroir et t'intéresses à ta propre vie alors que tu portes plainte contre un prêtre qui t'a agressé sexuellement. Ce projet devient un film, Ceci est mon corps, qui sort en salle en janvier 2026 en Suisse, grâce à Cinédoc, un festival qui fête cette année sa 10e année. Donc nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton documentaire, donc de ton dernier film, que l'on a personnellement beaucoup aimé. Donc le sujet des violences sexuelles dans l'Église a été l'objet ces dernières années de plusieurs films documentaires et de fiction. Parmi les plus connus, on pourrait citer Grâce à Dieu de François Ozon ou La déposition de Claudia Marchal, également sorti en 2024. Mais si nous allons aujourd'hui aborder des sujets difficiles, notamment des violences, il était aussi important pour nous de rappeler qu'un documentaire, ce n'est pas que ça, un sujet, que c'est aussi une forme, des choix de mise en scène et de montage qui définissent justement la façon dont on aborde ces sujets. Et nous, on a trouvé particulièrement intéressant et pertinent l'angle avec lequel tu as abordé ton histoire. Merci. Et aussi tout en rappelant peut-être qu'on a conscience que même si on veut parler avec toi aujourd'hui de tes choix de mise en scène, qu'on ne va pas le faire de la même manière qu'un film qui par exemple traiterait pas d'abus sexuels, qui traiterait, je sais pas moi, d'un garagiste. C'est pas la même sensibilité et d'autant plus que tu as réalisé ce film sur des choses qui te sont arrivées, donc on a quand même conscience de ça aussi. Peut-être je vais essayer de résumer ton film, ce qui est toujours un moment un peu... ne me juge pas trop et dis-moi si c'est OK, comment je le présente. Donc ton film suit à peu près chronologiquement la procédure judiciaire que tu entames par rapport à ces abus et se termine d'ailleurs au procès de ce prêtre, il était prêtre, c'est juste, qui est donc condamné à 17 ans de prison, si je me rappelle bien. Oui. Et on te voit régulièrement interagir avec plusieurs personnages dans le film, qui sont notamment tes deux avocats et ton père et ta mère. C'est un peu ce qu'on a défini comme les personnages les plus présents dans ton film. Les protagonistes, finalement. Oui, on dit personnages parce que c'est... Bref, ça peut porter à confusion. Mais... Donc voilà, c'était un peu pour cadrer ce qu'on voyait dans ton film. Et maintenant, on va entrer un petit peu plus dans la matière. Et peut-être avec une première question qui est en lien avec une des premières choses que tu dis dans le film. Tu vas voir ta mère et tu dis « Je ne sais pas trop pourquoi je filme, mais j'avais besoin de documenter. » Et on se demandait, est-ce que tu as pu comprendre ce besoin de documenter? Est-ce qu'à l'époque, tu prévoyais déjà d'en faire un film ou c'était juste l'urgence d'archiver ce qui était en train de t'arriver? Disons que ça s'est passé en deux étapes. Mon premier besoin, qui était un besoin presque compulsif, c'était le besoin d'enregistrer. Moi, j'avais déjà tellement oublié de mon passé et une grande majorité des faits que j'avais subis, mais je dirais mon enfance et mon adolescence en général, que je me suis dit cette fois-ci, vous n'allez pas me la voler, cette histoire. Vous n'allez pas me voler mon passé. Et quand j'ai porté plainte en 2018, j'avais écouté un podcast féministe sur France Culture et les femmes en question disaient « écrivez ce qui vous arrive ». Parce qu'en fait, on va toujours remettre en question ce qu'on vous a dit, ce que vous avez dit, etc. Et moi, en fait, j'ai commencé à enregistrer de manière compulsive, à filmer, à enregistrer mes appels, mes Skype, en me disant qu'au détour de chaque phrase, il pourrait y avoir peut-être la clé de souvenirs, la clé de choses qui auraient pu m'arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, on le voit pendant le film. C'est-à-dire que le savoir à qui mon père a envoyé cette lettre change absolument
toute la couleur, toute la teneur de mon histoire. Et assez vite est arrivée l'envie d'en faire un film. Ça a procédé de pas mal de choses. C'était pas très longtemps après les débuts de MeToo. Et je sentais un élan collectif qui était évidemment très fort, très beau même. J'avais filmé même à l'époque les premières grosses manifs Nous Toutes à Paris, etc. Et en même temps, je me rendais compte que mon statut de victime était pas du tout un donné, que j'avais pas envie de l'être, que je savais même pas ce que ça voulait dire, je savais pas ce que ça emmenait avec soi, que j'étais pas soutenu, que je me prenais des baffes dans la gueule par des personnes dont je pensais qu'elles allaient me soutenir. Et je ne voyais pas à ce moment-là de récits sur lesquels pouvoir m'appuyer. Je me suis dit en fait que j'avais envie de raconter le présent d'une victime. On n'est pas victime, on le devient. Mes films précédents, ils sont toujours partis d'une rencontre. Je me suis jamais dit, je suis jamais parti d'un sujet. Je me suis pas dit, je vais faire un film sur les reporters de guerre et donc je vais faire Baptême du feu. Non, j'ai rencontré Corentin Follen, qui était un ami sur lequel j'ai fait un film, et ainsi de suite. Et là, il faut croire qu'il y a eu une rencontre un peu étrange qui s'est passée avec moi-même, où effectivement, quand j'ai commencé à enregistrer au tout début de mon dépôt de plainte et de la procédure, je pense qu'il y a eu quelque chose d'inconscient qui s'est débloqué en moi, où je me suis dit, là, en fait, c'est le moment que je m'accorde le temps de me rencontrer moi-même. Et je ne sais pas si j'aurais pu le faire autant. Tu mentionnais la question le motif du miroir. Je pense que je ne sais pas si je me serais accordé autant d'attention, d'empathie, s'il n'y avait pas eu le miroir offert par la caméra. C'est intéressant. Je me permets de te poser un peu plus de questions parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Pour poser un peu les choses, moi aussi j'ai vécu des abus et moi j'écris, par contre je publie des livres et c'est vraiment quelque chose qui me travaille depuis très très longtemps. Peut-être là où c'est un peu différent de toi, c'est que moi maintenant j'ai publié un livre, mais avant ça j'en avais pas publié et je me demandais si mon premier livre je voulais parler de ça. Et j'étais terrifiée de me dire, mais est-ce que du coup si je parle de ça, je ne vais plus pouvoir parler que de ça? Est-ce que ça va être le sujet de tous les livres? Est-ce que la seule façon que j'ai de pouvoir écrire, c'est de parler de ce trauma qui m'est arrivé? Et en fait, j'avais vraiment très peur de ça. Et je me demandais si toi, c'était quelque chose qui t'avait traversé aussi, cette peur de... Peut-être à partir de maintenant que tu as fait ce film, est-ce que tu as peur de dire je vais continuer, je ne peux plus que parler de ça? Et au final, même je me disais en écrivant cette question, est-ce que c'est pas de nouveau un truc que je construis dans ma tête? Est-ce que c'est si grave que ça si je parle que de ça? Alors déjà, c'est un peu tôt pour me poser la question puisque le film sort en ce moment, je le défends, je le montre. Donc la question de l'après, elle est pas encore là. Alors ce qui est étrange, c'est que pour la première fois de ma vie, je travaille uniquement de la matière de fiction. C'est-à-dire que là, en même temps que je tourne avec ce film, j'écris de la fiction, donc un roman et un long métrage de cinéma. Donc faut croire qu'en tout cas pour l'instant, il y a une forme d'horizon qui n'est pas encore dépassable en termes documentaires, comme si c'était un film total. Je prendrais ta question plutôt à rebours, dans le sens où, à l'inverse, je regarde ma filmographie passée avec un œil nouveau, où effectivement la question du corps, la question de la liberté, la question de la coercition a toujours traversé tous mes films précédents, la question de la religion, du rituel également. C'est étrange de voir que j'ai un film qui s'appelle Un troisième testament. Donc, ce que je veux dire, c'est que je regarde mon passé d'humain et mon passé de cinéaste de manière différente. Après, effectivement, cette procédure, plus la fabrication du film, ont pris quand même 6 ou 8 ans de ma vie. Les violences que j'ai subies ont duré a priori 8 ans. Les conséquences qu'elles ont eues ont duré toute ma vie. Donc je ne sais pas si ce sera possible de contourner cela. Et d'autant plus qu'elles sont devenues un objet central d'analyse de ma vie et de mon travail. Il y a d'ailleurs des auteurs et des autrices qui refusent de parler d'autre chose, qui ont traité des violences sexuelles qu'elles ont subies et qui disent en fait non, on voudrait que je passe à autre chose, mais non, en fait, je plonge dans les abysses et ces abysses n'ont pas de fond et je continuerai à plonger. Et ça vous arrangerait bien que je parle d'autre chose, mais non, je ne trouverai pas la paix. Ouais, c'est notamment Christine Angot qui écrit beaucoup sur ça. Une autre question que j'avais qui me fait un peu réfléchir à ça, parce que quand tu dis ça, il y a une partie de moi qui me dit oui, évidemment, et il y a l'autre partie de moi qui me dit, et c'est toujours un peu ces dialogues entre ces 1000 parties de soi qui dit, mais dans ce cas, est-ce que c'est pas un peu faire gagner les violences que de ne parler que d'elles dans notre art? Et est-ce que c'est pas aussi gagner de réussir à parler d'autres choses? Il n'y a pas vraiment de réponse. Mais une autre réflexion que je voulais partager, c'était que
Moi, il y avait quelque chose que je trouvais très dissonant quand j'écrivais un texte sur les abus que j'avais vécus et que tout d'un coup, je me retrouvais à changer un mot parce que je trouvais que ça donnait mieux, que c'était plus beau. Et tout d'un coup, de penser mon trauma en termes un peu esthétiques et juste de mettre côte à côte les mots un peu esthétiques, travail de l'art et trauma, je trouvais ça presque absurde, un peu incompatible. Et je me demandais si, quand tu faisais ton film, c'était des choses que tu avais remarquées aussi un peu. Sur la première partie de ta question, effectivement, qui a gagné à trouver la paix ? Et effectivement, encore une fois, certaines victimes disent « vous n'aurez pas ma paix ». Et je resterai dans la colère parce que ça vous arrangerait bien que je trouve la paix. Et d'autres pensent qu'au contraire, elles ont plus à gagner dans leur vie, ou éthiquement, ou philosophiquement, politiquement, à trouver une forme de paix. Donc en fait, tout peut être vu des deux côtés, c'est-à-dire considérer que c'est une victoire sur le violeur et les personnes qui l'ont protégé, de passer à autre chose, et l'inverse est également possible. Donc je dirais qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cela. Et sur la question esthétique, alors effectivement, c'est une grande question. Alors, voilà, c'est pas mon premier film et dans Ceci est mon corps éclot quelque chose qui a germé dans tous mes films précédents, et notamment ma manière de filmer, ma manière d'aborder le réel, et qui a été une manière à la fois intense et douce de l'aborder. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est étrange, en voyant Ceci est mon corps, qui traite de questions très difficiles, d'y trouver de la douceur et de l'amour même. Et c'est vrai que c'est un paradoxe, mais qui est à l'image peut-être de mon rapport au monde, qui vient de plein de choses, peut-être de mon éducation chrétienne, mais pas que. Et effectivement, plutôt que la question de l'esthétique, se pose plutôt la question voilà, encore une fois, de l'empathie dans le rapport qu'il y a avec le monde. Et effectivement, Ceci est mon corps, même dans sa manière même de filmer le réel, pose la question de est-ce qu'on décide de construire un présent ensemble, y compris avec des personnes qui potentiellement ont été des complices à des degrés divers d'un violeur. Et ce film, effectivement, il est empreint d'une grande mélancolie aussi, d'une utopie perdue qui est celle de l'enfance, de relations avec mes parents que je pensais un peu idéales et qui sont cassées à tout jamais. Et en même temps, moi, avec mon travail de cinéaste, et en même temps qui est un peu une espèce d'écho du petit enfant, j'essaye de réparer un peu la porcelaine, quoi. Et il y a des personnes qui comparent un peu d'ailleurs ce film avec le travail de Kintsugi, je crois. On dit qu'il y a cet art japonais de la réparation de la faïence qui fait de la cicatrice une beauté. Et donc c'est souvent réparé d'ailleurs avec des feuilles d'or. Et Ceci est mon corps, en fait, il coud d'une certaine manière le passé avec le présent pour essayer de les rapiécer, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Ça tombe bien que tu abordes le sujet de la multidimensionnalité du réel dans ton film, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué très vite quand on l'a regardé. Il y a une scène au tout début, quand tu arrives chez ta mère, il y a quelqu'un qui ouvre une bouteille de champagne et qui dit c'est bizarre d'ouvrir du champagne parce que tu viens de porter plainte, il me semble, c'est ça. Et elle dit mais c'est comme ça, c'est la vie, parce que un peu l'impression que la vie c'est fait de choses un peu bizarres des fois. Et j'ai l'impression que ça, c'est une espèce de mantra qui va traverser un peu tout ton film, où tu vas filmer et laisser des scènes où il y a plusieurs émotions, plusieurs choses qui vont se cohabiter et parfois même se contredire. Je pense à un exemple qui m'a le plus marqué, c'est à un moment donné, tu retournes à Orléans pour la première fois dans l'église de ton enfance et tu t'appelles ta mère au téléphone et ça passe pas. Le réseau il marche pas et tu t'énerves, et c'est presque comique, presque, ou absurde comme ça. Tu veux dire quelque chose de très important et le téléphone il marche pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans tout le film, et je trouve ça très important en fait de montrer que même quand on parle de quelque chose de très dramatique, il y a toujours le réel qui est là, qui rentre par la porte constamment, quoi. Ouais, effectivement, ça frotte, ça gratte, ça roule pas bien. La procédure est un moteur très fort, à la fois dans ma vie, puis un moteur dramaturgique très fort pour le film. Et en même temps, il y a plein de freins, ça gratte, ça frotte, ça capte pas.
Et en fait, c'est dur au montage, surtout dans une forme relativement courte d'un film de 63-64 minutes, de faire exister au sein d'une séquence plusieurs émotions, plusieurs mouvements. C'est vraiment un enjeu qui est difficile déjà en fiction et en documentaire encore plus. Et ça a été un enjeu très fort en montage et qui était important pour moi. Je voudrais citer une autre séquence qui est celle où j'arrive chez mes avocats et avocates et je balance sur la table un tas de recherches que j'ai faites, des tableurs Excel, des machins, des trucs que je voudrais demander au juge. Et mon avocat dit non, mais en fait, là, la question, c'est est-ce que vous allez demander une requalification ? Et en fait, dans cette séquence, il y a 3 séquences. Il y a 3 mouvements qui sont des émotions très différentes. Il y en a une où on parle du fait qu'il y a eu des signalements avant même ma naissance. Après, il y a ce moment qui est presque drôle et comique de moi qui suis complètement presque maniaque à vouloir balancer plein de données. Et c'est ce moment où en fait, on voit que je n'arrive pas à demander une requalification. Je suis pas prêt. Et pour moi, ça a été très important de maintenir ces 3 énergies, ces 3 courants dans cette même séquence. Et donc en fait, quand il s'est agi de réduire le film, moi c'était très important de dire on va pas réduire les séquences, on va en enlever. Et c'est très important pour moi de maintenir la complexité, la profondeur de chaque séquence, de pouvoir avoir le temps des silences, des pauses dans des séquences, dans un film qui, in fine, effectivement, est relativement court. Donc comment, en fait, dans un film, rendre lieu de 6 années de procédure. C'est extrêmement long. On avait entre 400 et 500 heures de rush. 6 années de procédure avec des lignes dramaturgiques, des lignes très complexes. Et ben en fait, pour moi, ça a beaucoup procédé de cela, de dire non, on va pas réduire les séquences, on va pas couper des petits bouts par-ci par-là. S'il faut alléger, entre guillemets, on va enlever des séquences entières. Parce qu'en fait, effectivement, il y a quelque chose de fractal dans cette histoire. Plus que dans d'autres, on est tous des Dory, comme dans Nemo, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment des espèces de poissons rouges, ou bleus en l'occurrence, à oublier tout le temps. Et donc, en fait, en vrai, le réel dans Ceci est mon corps, il se répétait tout le temps. Et même, il y a des moments, on regardait un ours ou une version de montage et on se disait ça fonctionne bien, mais il y a un truc qui est bizarre, cette séquence est géniale. Mais il y a un truc, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui tombe à l'eau et on ne sait pas pourquoi, qui frotte un peu. Et en fait, on se rend compte, au bout de tellement de semaines de montage, qu'en fait, on se rend compte d'un truc absolument complètement dingue. Oh, mais c'est pas possible, je savais ça. Et en fait, on le savait déjà 3 séquences plus tôt. Parce qu'en fait, on l'avait déjà oublié pendant 1 an de procédure, quoi. Et donc, c'était assez intéressant d'accepter la fractalité de ce réel. C'est-à-dire que, comme je disais au tout début de l'entretien, c'est-à-dire que chaque détour de phrase, chaque mini-information pouvait être de manière complètement fractale, ouvrir un pan de passé absolument énorme. Et de l'autre côté, chaque séquence ouvre une fenêtre sur une complexité énorme, relationnelle, familiale, juridictionnelle ou judiciaire. On parlait de forme au début, et moi je trouve que c'est vraiment un des aspects formels les plus intéressants, parce que tu aurais pu couper et enlever tous ces petits moments où ça frotte, et au contraire, comme tu l'expliques, il faut plonger dedans. Et je trouve que ça donne un film qui se concentre beaucoup sur l'humain, finalement, qui remet de l'humanité dans ces drames-là où un humain, c'est faillible, des fois ça s'énerve, des fois c'est pas cohérent, des fois c'est... Et je trouve que ces petits moments-là, ça permet, nous aussi, en tant que spectateurs, j'ai l'impression de nous accrocher à une histoire qui est trop grosse pour nous aussi en tant que spectateurs, et de dire peut-être cette séquence-là je l'ai vécue moi, parce que je trouve que ça t'humanise beaucoup dans ce processus-là. Je pense à une séquence aussi moi qui est très comme ça, c'est le moment où tu retournes au presbytère, je crois, et c'est vraiment très difficile pour toi, et tu veux ouvrir la porte pour sortir, la porte est fermée, et vraiment aussi, c'est aussi ça nous surprend que cette porte soit fermée, mais en même temps ça rajoute comme du réel dans cette séquence, quoi. Ouais, en fait, je me suis posé la question de la grammaire documentaire que j'avais développée au cours de mes films précédents. Et je suis arrivé à ce mot qui s'appelle le documentaire charnel. C'est un mot que j'ai inventé, entre guillemets, parce que
je trouvais peu de mots pour décrire les différentes esthétiques documentaires ou les différentes grammaires documentaires, les différents dispositifs documentaires. Il y a 1 milliard de sous-genres en fiction, et en fait, au documentaire, je trouve qu'on est un peu démuni pour préciser le genre. Donc, il y a des grands genres, le documentaire de dispositif, le documentaire historique. Et en fait, ce que j'appelle le documentaire charnel, c'est cette manière de filmer sur un temps long, c'est-à-dire sur des mois, souvent des années, de filmer sur un temps long aussi au sein de chaque journée. C'est vraiment un documentaire qui se filme au présent, on pourrait dire en immersion, même si c'est un mot que j'aime pas trop. Et c'est un documentaire de la relation. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui se tisse et qui est visible entre la caméra et les personnes filmées. Il y a des regards caméra. La personne qui filme peut poser des questions. Donc là, en l'occurrence, je réagis, je filme ma mère, mon père. Il y a vraiment une caméra vivante et humaine. Et effectivement, c'est un cinéma de la relation qui se tisse entre les personnages eux-mêmes et des relations qui se déplient. Donc la question dans la grammaire du documentaire charnel, c'est de créer une manière de filmer qui fait que la caméra peut être là au moment où les relations se déplient, où elles trouvent leur point de bascule. Et c'est une esthétique ou une grammaire qui est, je pense, relativement minoritaire. Après, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres réalisateurs et réalisatrices dans lesquels je me reconnais, comme Yolande Zoberman, comme Nicolas Peduzzi, comme Louise Mutz, par exemple, pour ne citer que des réalisatrices françaises. Et dont, en fait, j'apprécie un équilibre entre une forme de retenue dans la manière de filmer, une forme de transparence aussi dans la manière de filmer, le fait de montrer les coutures, de montrer la manière dont c'est filmé, et en même temps une certaine forme de lyrisme, ou en tout cas une forme d'émotion dans la relation avec les personnes filmées. Moi, j'apprécie... En tout cas, il est important pour moi, dans chacun de mes films, et notamment dans Ceci est mon corps, de montrer le contrat, d'une certaine manière, qui est noué avec les personnes filmées. Et notamment, tu citais cette séquence d'ouverture où, en fait, on voit que je débarque complètement. C'est-à-dire que ma mère me dit « Mais pourquoi tu te lances dans le film ?» Et je dis « Je sais pas ». Et donc, on comprend que le premier geste de filmer et la première acceptation qui est d'être filmé de la part de ma mère est quelque chose au début, brouillon. Mais en même temps complètement ça vient d'un geste viscéral très profond, quoi. Et c'est important pour moi d'ouvrir les coutures des relations tissées entre le filmeur et les personnes filmées. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ton film, tu mentionnes beaucoup de gens, mais les relations que tu montres finalement, il y en a peu, mais que tu montres beaucoup et bien et que tu peux développer. Du coup, comme je l'ai cité, les personnages qu'on voit, principalement, c'était 2 avocats, principalement une avocate, et ton père et ta mère. Et comment est-ce que tu as choisi de te concentrer sur ces personnages ou ces protagonistes-là, disons plutôt? Pourquoi eux et pas d'autres personnes que tu mentionnes notamment? La construction du film, elle s'est faite en entonnoir. C'est-à-dire que, voilà, quand j'ai commencé à filmer, encore une fois, c'était 2018, et donc il y avait vraiment une dynamique collective très forte. Et mon film, d'ailleurs, quand j'ai commencé à le filmer, avait une teneur qui l'était plus. J'avais, comme je disais, filmé des manifestations, etc. Et en fait, il s'est noué des choses que j'avais pas prévues. Avec mes avocates, avec mes parents. Et en fait, plus ça allait, plus je me suis dit, mais c'est là qu'en fait le film a quelque chose à raconter de notre temps. Et je me suis dit, plus ce film va être précis dans ce qu'il filme et dans ce qu'il raconte, plus il pourra devenir universel. Et donc, effectivement, j'ai décidé, dans Ceci est mon corps, d'ouvrir le capot d'une histoire toute petite, c'est-à-dire que c'est vraiment une victime, et dans sa relation avec déjà son propre passé et avec ses parents, et avec une question extrêmement simple. Qui savait ? Et donc, en fait, c'est un film d'enquête, en fait. C'est un film d'enquête et qui pose la question, mais tellement simple. Qui savait ? Est-ce que moi-même, je savais j'étais conscient de ce qui était en train de m'arriver ? Qui savait dans ma famille et qui savait dans ma ville ? Et donc, en fait, les points de construction dramaturgique du récit, ils tiennent à ça, en fait. De dire, il faut que vous acceptiez, il faut que vous sachiez ce qui vous est arrivé et il faut que vous sachiez qui savait. Et donc, en fait, le film, il s'est construit... dans cet entonnoir, dans cette forme d'écrémage aussi au fur et à mesure des années de tournage, où en fait, plus ça allait, moins il devenait intéressant de filmer d'autres personnes.
Et en même temps, on voit que dans la construction du montage, il y a quand même une forme d'entonnoir dans l'autre sens, où là, on arrive à quelque chose qui devient public, qui est le procès. Et le procès, là, ça devient la société qui juge. Et effectivement, on a décidé de traiter le procès, notamment par des archives radio, et de dire, ça y est, maintenant, ce n'est plus toi uniquement. Et on s'est beaucoup posé de questions sur la manière de traiter le procès, et d'une certaine manière, on a mis un coup de canif dans le contrat grammatical du film. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. C'est la première fois qu'on entend des archives radio. C'est la première fois qu'il y a des plans face caméra où moi je parle à la caméra, alors que jusqu'ici, il y a une forme de transparence de la caméra à travers le film. Mais c'était comme si tout à coup, ça y est, cette affaire devenait une affaire collective. Et effectivement, écrire ce film et le tourner et maintenant le sortir, le défendre dans des salles, en faire un objet collectif, ça participe de cette démarche qui devient politique. C'est vrai que moi, quand j'ai regardé le film, je me suis demandé si tu allais aller jusqu'au procès. J'ai pensé que tu allais couper juste avant, parce que le procès était presque autre chose. Que toi, tu te concentrais sur ce qui se passait à l'intérieur, mais que le procès, c'était quasiment un autre sujet, presque. Ouais. Ah là là, bah ouais, c'est un truc de ouf, parce qu'en fait, on s'est posé beaucoup de questions sur... alors, il se trouve qu'on a fait une grosse session de montage avant même l'annonce des assises. On a fait 10 semaines de montage, et on a abouti à une forme qui est vraiment pas loin de ce qu'on voit maintenant dans le film. C'est-à-dire que le film, déjà dans ses personnages principaux, dans son rythme, dans sa narration, dans les articulations entre caméra du présent et archives, était déjà beaucoup là. Et on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on arrête là, en fait ? Est-ce qu'il y a effectivement, tout n'est pas dit, notamment dans une forme de, alors je vais pas spoiler, mais une forme de clôture de la relation avec ma mère, qui est un moment très important dans le film. Et en même temps, c'était un peu dans le contrat que je m'étais donné, qui était un peu signé avec les coproducteurs du film, de dire non, on va aller jusqu'au procès. Et donc moi, j'y suis allé. C'était drôle parce qu'il y avait pas mal de balanciers avec les producteurs et productrices, où parfois ils disaient mais pourquoi tu filmes ça ? Et j'étais là, mais je sais pas, mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se déplier. Et parfois c'était moi qui disais j'ai un peu la flemme là de filmer, et mes producteurs et productrices disaient peut-être que là, ce serait important d'être là. Et ces questionnements, ils ont été beaucoup concentrés évidemment sur est-ce qu'on va filmer le procès. Et moi, et donc on en a beaucoup parlé, et c'est là où je me rends compte que être producteur et productrice de documentaires, c'est un métier à part entière, qui est à la fois le même que produire de la fiction et en même temps très différent. Et mes producteurs et productrices ont eu vraiment la patience de dire en fait cette question-là, elle va se développer et elle va se creuser pas en une seule fois. C'est-à-dire, est-ce qu'on filme le procès ? Dans quel dispositif, comment ? Et cette discussion, elle s'est dépliée de manière progressive au fur et à mesure des semaines. Et assez vite, moi, j'ai quand même dit, en fait, j'ai pas envie de demander l'autorisation de filmer dans la salle. Pour plein de raisons. La première, c'était tout simplement, c'est ma limite. J'ai déjà beaucoup donné pour ce film. Et là, je crois que ça suffit. Et aussi, j'ai envie qu'il se passe quelque chose dans cette salle d'audience, avec l'accusé, avec le prévenu, avec les autres parties civiles, avec le public, parce qu'on a demandé la levée du huis clos, qui sera entre nous pendant la semaine que va durer le procès d'assises. Et donc, c'est posé la question de comment on va le traiter, comment on va le filmer, comment on va le capter. Et donc, j'ai loué cet appartement qui donne sur le procès. Alors, je ne veux pas trop spoiler non plus, mais donc c'est passé une manière qui est à la fois plus pudique et aussi plus collective de rendre compte des jours qu'ont duré ce procès. Pour continuer un peu sur la thématique du procès, moi, je voulais aborder un autre truc, parce que je trouve ça hyper intéressant dans ton film. Comment dire ça ? Une chose qui m'a frappée et qu'on voit très bien, c'est qu'il y a deux temporalités très différentes qui coexistent. C'est celle du procès et de la procédure judiciaire et celle de ta guérison. Et qu'en fait, c'est pas des temporalités qui sont nécessairement compatibles. Et ça, c'est un truc qu'on voit jamais dans le cinéma. En tout cas, que je n'ai jamais vu. Généralement, quand on voit que ce soit un documentaire ou une fiction, une victime, son processus de guérison est associé au fait d'aller voir la police et de faire le procès, alors qu'en fait, c'est totalement dissocié.
dissocier. Notamment, on voit ce moment où tes avocats te demandent, pour des raisons très légitimes et logiques, d'avancer dans la procédure. Et toi, tu dis non, je peux pas, j'ai besoin de temps, parce que c'est par rapport à ta propre guérison. Et je trouvais ça tellement important de montrer que... Parce qu'on a vraiment cette tendance de croire qu'une fois que le procès est passé, c'est bon, on va être guéri. Et en fait, le procès n'est pas structuré pour accompagner ta guérison. Ça sert pas à ça, un procès. Et je trouvais ça vraiment bien de le montrer dans ton film. Ouais, effectivement, une procédure judiciaire, dans une procédure judiciaire, il y a beaucoup de temporalités qui s'entrechoquent, mais qui peuvent s'entraider aussi, dans le sens où on sent dans Ceci est mon corps qu'elle fonctionne aussi comme moteur. Mes avocats et avocates, ils disent ouais, mais à un moment, il va falloir parler. La question, c'est comment être bien accompagné, comment aussi, en tant que partie civile ou en tant que victime, se rendre maître aussi du temps, même dans toute proportion gardée. Mais effectivement, ce cycle un peu étrange, ou cette boucle un peu étrange entre avancer dans sa tête, dans son cœur, dans la conscience qu'on a de ce qu'on a subi, et en même temps faire avancer une procédure. Et en cela, c'est assez... le parallèle avec la fabrication d'un film documentaire, il est assez étrange, parce que un film documentaire, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que c'est un médium qui, moi, me convient beaucoup, c'est que c'est un mélange d'urgence et de patience. Effectivement, moi, je cadre tous mes films. Donc, en fait, il y a un endroit où il faut être là. Il faut, quand il y a des choses qu'il ne faut pas rater, quoi. Et donc, il faut le capter, il faut que le son soit là, il faut que l'image soit là, il faut que ces fameux points de bascule humains soient là, devant la caméra. D'autant plus que je ne mets pas en scène dans mes films, ce qui fait partie d'ailleurs de l'esthétique du documentaire charnel. Et de l'autre côté, il y a aussi une patience de l'écriture, revenir sur la table d'écriture, de faire avancer la pensée, de faire avancer la grammaire d'un film, et puis la patience de financer un film quand il est plus dur à financer, ou de le monter, de prendre le temps de le monter. Et en fait, je trouve que peut-être que la maturité aussi, elle vient avec... elle vient dans la gestion de ces deux mouvements potentiellement contradictoires et potentiellement, au contraire, amis, que sont celui de la patience et celui de l'urgence. Mais d'ailleurs, moi, effectivement, j'ai mis beaucoup de temps à demander la requalification. On ne s'en rend pas forcément complètement compte dans le film, mais j'ai demandé... je sais pas, ça m'a pris plusieurs mois, voire plus d'une année. Et ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris assez récemment, c'est qu'en sortant du bureau du juge d'instruction, quand j'ai demandé la requalification, mon avocate s'est presque excusée vis-à-vis du juge d'instruction en disant désolé, ça a pris du temps, et lui-même a dit, je crois qu'il en avait besoin. C'est bien. Ouais. Et effectivement, c'est un enjeu dans ce film, et c'est bizarre parce que je me rends compte que je fais beaucoup de films qui durent 64 minutes. Et comment, en fait, dans 64 minutes, rendre compte du temps qui passe. Oui. C'est vrai que c'est un des aspects du film où c'est vrai que ça... Comme tu dis, vu qu'il y a très peu il y a pas très peu de scènes, mais il y a des scènes très longues dans un film de 1h04. Pour moi, il a pas fait 1h04. J'ai l'impression qu'il était plus long que ça. Pas en négatif, mais parce qu'il y a vraiment, les séquences sont longues, en fait. Ouais. Donc, on passe du temps dans le film. Ouais. Non, alors, c'est marrant parce que on fait régulièrement en cours de montage des projections de travail. Et il y a des personnes pour qui c'était particulièrement important de comprendre que la procédure durait 6 ans, en disant que c'est vraiment une souffrance pour les victimes qu'une procédure dure 6 ans. Alors déjà, premièrement, alors moi, c'était un enjeu qui était moins important, parce que pour moi, ce qui était important, c'était de montrer cette question ultime qui savait, premièrement. Et deuxièmement, le temps a pu aussi être mon allié. Et je sais qu'il y a beaucoup de victimes pour qui c'est pas le cas, pour qui le temps est une souffrance. Moi, ça l'a moins été. Parce que effectivement, j'avais besoin de temps pour déplier tout ça. Mais quand même, on a été aidé dans le montage du film du fait que en fait, je change de coiffure toutes les 2 secondes, ma mère aussi. Donc, ton avocate aussi. L'avocate aussi. Et donc effectivement, c'est des marqueurs de temps qui passent qui ne disent pas forcément si c'est est-ce que c'est 3 ans ou 6 ans, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas 3 mois ou 6 mois, puisqu'on ne change pas non plus de coupe il faut le temps que ça pousse. Donc effectivement, c'était... et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans tous mes films, de manière pas forcément consciente. J'aime bien filmer des personnes qui évoluent. Mes films ne sont pas en 2 dimensions. Il y a des films très beaux qui sont des portraits
portrait en deux dimensions d'une personne. Et moi, effectivement, j'aime me glisser à un endroit où une personne se pose des questions profondes sur la manière dont elle vit sa vie. Et donc ça, c'est pas tous les jours qu'on bascule, c'est pas tous les jours qu'on change. Et donc, moi, je trouve que c'est important dans chacun de mes films, je parlais de Baptême du feu avant, quand tout le monde dort, justement de montrer que ça prend du temps de grandir, ça prend du temps d'évoluer, ça prend du temps de découvrir des couches de soi. Et donc, en fait, c'est un enjeu plus ou moins conscient du montage de tous mes films. Richard Linklater fait pareil dans Boyhood avec les cheveux. Ah ouais. À chaque époque, les personnages ils changent de coupe. Comme ça, on sait. Il y a un an qui est passé. C'est intéressant ce que tu dis. Et je pense que c'est pas incompatible avec ce que j'étais en train de réfléchir, où tu disais que tu aimes bien filmer des évolutions, parce que pour moi, une des stratégies dans ton film qui montre qu'il y a quand même un temps conséquent entre le début et la fin, c'est la répétition dans ce qui est dit. Notamment tes avocats qui te répètent plusieurs fois, par exemple, des recommandations pour le procès, ou le fait que tu retournes plusieurs fois poser des questions, par exemple à ton père, qui sont plusieurs fois la même question. Et pour moi, le fait qu'on répète, je sais pas, j'ai l'impression que ça veut dire qu'il y a un temps qui s'est passé, parce que tu vas pas 3 jours de suite aller poser la même question à quelqu'un. Tu vas peut-être lui la poser 6 mois plus tard de nouveau, puis de nouveau 6 mois après. Et donc pour moi, le fait que tu laisses exister ces répétitions dans le film, ça venait aussi acter d'une certaine temporalité. Ouais, effectivement, je comparais avec le tableau en 2D juste avant, et c'est vrai que moi, quand je compose un film, j'aime bien aller vers la fresque, c'est-à-dire qu'en gros, ce tableau puisse avoir des zones, et d'ailleurs, pendant très longtemps, il pouvait y avoir différents épisodes d'une même vie au sein d'une même fresque. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire de pouvoir avoir des zones, avoir le temps de plonger dans les complexités de chacun de mes personnages. Et effectivement, ça va avec ce que tu dis de la répétition, du doute, du silence. Et il y a des silences extrêmement longs à couper au couteau de la part de certains des personnages du film, et qui permettent de se projeter aussi. C'est-à-dire de projeter, de remplir d'une certaine manière les silences de la personne qui est en train de les proférer d'une certaine manière. Notamment, peut-être on peut du coup parler un peu de parce que ton père fait beaucoup de silence dans le film, et je crois qu'Alexandre voulait beaucoup en parler, mais moi c'était marrant parce que justement les silences et les de ton père, j'avais l'impression de pouvoir justement tellement, je sais pas si je comprends exactement, mais de quand même comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Je comprenais pourquoi il y avait ces silences, et en tout cas je peux imaginer tout ce qui a l'air d'être enfermé dans sa tête et qui fait qu'il n'arrivait pas à parler. Et c'est vrai que ça, c'est parce que tu laissais un très très long silence souvent dans les scènes où tu es avec ton père. Alors tu comprends ou tu projettes. Oui, c'est sûr. En fait, juste avant Ceci est mon corps, j'ai fait un autre film qui s'appelle Le Fils, et qui est une relation mère-fils, et j'ai remarqué que les réactions du public en salle étaient très très fortes, et un peu parallèles entre ces deux films, parce qu'en fait, quasiment tout le monde a des parents, et beaucoup de gens ont des enfants, et donc du coup les surfaces, les forces de projection sont très fortes, et c'est pour ça que je trouve ça particulièrement précieux de voir Ceci est mon corps en salle, parce que c'est intéressant à chaque fois, à chaque projection, de voir ce que chacune projette ou interprète du comportement de mes parents, et notamment de leur silence. Moi, je me souviens d'une projection en France où ça virait presque au pugilat, où en fait des personnes trouvaient que moi, j'étais beaucoup trop compréhensif avec mes parents, d'autres au contraire que j'étais Jésus, d'autres que j'aurais dû les gifler. Et il y a une dame qui a pleuré en disant moi, mes parents m'ont jamais écouté. Et donc c'est là où en fait j'ai compris l'importance de l'espace collectif de la salle, notamment dans du cinéma documentaire, et notamment quand on parle de choses qui concernent tout le monde, parce que Ceci est mon corps parle évidemment d'un sujet entre guillemets précis, qui est celui des violences sexuelles, et encore plus précisément de violences faites aux enfants, mais comme je disais, il pose des questions beaucoup plus larges, qui sont celles de relations parents-enfants, de est-ce que je suis capable d'écouter, et il pose une question éthique et philosophique qui est celle du courage. Est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai du courage, un courage social ou familial, de dénoncer,
Et en ça, l'espace social qu'offre la salle est important. Et je serais intéressé de voir ce que toi tu places dans les silences de mon père. Mais c'est beau c'est beau, oui, c'est vraiment beau de voir que j'ai entendu des interprétations assez différentes. Mais ce qui est intéressant sur tes deux parents, c'est qu'aussi qu'ils sont très différents l'un de l'autre et tu les captes de façon aussi très différente. Donc on a ton père il a 3 ou 4 interviews, on pourrait dire, dans le film, qui sont un morceau de l'interview assez long avec le grand silence, alors que ta mère, c'est plutôt elle revient plus régulièrement et ça montre une facette aussi plus multiple que ta mère, a peut-être plus de facettes que ton père. Et nous, en fait, on a beaucoup évolué en fait sur le rapport à ta mère tout au long du film, où la première scène, on débarque un peu, on connaît rien encore du film. Elle nous paraît plutôt sympathique en fait quand on arrive, et elle dit une phrase à un moment donné. Tout au début, une des premières phrases qu'elle te dit. Où tu dis tu t'excuses parce que t'es en retard, et elle te dit t'as raison de t'excuser parce que demain je m'en vais. Oui, je sais pas. Et au début on est un peu surpris par cette phrase, mais on la trouve marrante, et à la fin du film on comprend que cette phrase elle est peut-être pas si marrante que ça en fait, parce qu'il y a plein de trucs comme ça qui reviennent, et je trouve ça assez intéressant, la différence, comment capter ces deux personnalités de façon très différente et comment le rendre compte dans le film aussi. Oui, parce qu'on comprend que ta mère, elle a quand même tout au long du film, en tout cas dans ce qu'on voit, une stratégie de minimisation de ce que tu as vécu. Et du coup, cette phrase, on finit par la rattacher à ça. Et du coup, tu dis, en fait, quand elle dit ça, c'était pas juste peut-être une franchise, c'était aussi pour continuer ce truc de bon. C'est pas non plus le centre. Enfin, moi, voilà. Moi, j'interprétais comme ça, en tout cas. Voilà, j'interprète. Ouais, effectivement, il y a. En fait, c'est ce qu'on voit dans Ceci est mon corps et qui est dur, c'est-à-dire que c'est moi, c'est à moi, comme à beaucoup de victimes, de les secouer et d'être un peu le parent de mes parents et de dire et on peut en parler, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Et c'est fatigant, c'est-à-dire que c'est fatigant de se dire que faut toujours que ce soit moi qui remette le travail à l'ouvrage, et en disant bon, on peut en parler, on peut creuser, j'ai besoin de votre aide. Et de l'autre côté, d'ailleurs, on voit par contraste les deux dames du caté qui, elles, au contraire, sont très motrices, en disant vas-y, nous on va te montrer ça, on va sortir ça, on va te raconter ce qui s'est passé pendant les années 90. Et c'est vrai que c'est fatigant. Il y a une autre question. Effectivement, ma mère, c'est un personnage qui a beaucoup de facettes dans le film, qui a la facette de l'humour, de la bonhomie, de la bouffe aussi, de son rapport aussi, mais qui va ensemble avec une forme d'appétit aussi pour la vie. On sent quand même beaucoup d'amour pour moi. Et en même temps, effectivement, un côté plus glacial, plutôt de l'ordre de la fuite, du déni ou de l'évitement. Je me suis beaucoup posé la question du regard genré aussi sur cette question-là, parce qu'effectivement, on voit que dans beaucoup de films, notamment documentaires, les femmes prennent plus cher, en fait. Mais ma manière de le voir, et je suis pas, enfin, pour en avoir parlé avec beaucoup de personnes qui ont vu le film, elle est un peu plus complexe que ça. C'est de dire, en fait, les femmes prennent plus cher aussi parce qu'elles sont là. Et ce qu'on voit, c'est que ma mère, elle est là. Elle est ambivalente, elle peut même être dégueulasse dans certaines phrases, mais n'empêche, elle fait le taf, elle fait ce qu'elle peut et elle est là. Et y a un truc qu'on ne peut pas lui dénier dans le film et dans cette affaire, c'est que elle fait le maximum, elle fait ce qu'elle peut, elle pourrait faire plus, mais n'empêche, elle est là. Il y a une présence physique, corporelle, relationnelle forte. Il y a des endroits qui sont glaciaux, qui sont d'autant plus durs à accepter que justement, elle est là. Et merde, au moins aime-moi, s'il te plaît, un peu mieux, un peu plus. Mais au moins, elle est là. Et effectivement, il y a quelque chose de genré, malheureusement, d'une certaine manière, dans la manière d'être au monde de mon père, qui est dans la distance. Il n'est pas là, physiquement, il n'est pas là. Et c'est vrai que quand tu le dis comme ça, je me rends compte à quel point j'ai projeté ça aussi de manière genrée, où en fait, ton père, j'ai un peu plus fait, bon, c'est un homme, il réagit comme ça, et où ta mère, j'avais comme ce préjugé d'en attendre plus parce que c'est une mère. Et c'est vrai que c'est fou, parce que du coup, comme tu le dis, ça fait vraiment ça. On est structuré par des structures. Ouais. C'est vrai que tout au long du film,
Ta mère, elle monte en complexité presque. Ouais. Et on comprend de plus en plus de facettes. Et moi, j'étais surpris à la fin presque d'apprendre que vous avez une relation aussi conflictuelle ou compliquée à certains moments. Et c'était presque une surprise parce qu'au début, elle paraît comme tu le dis, si présente et sympathique. Mais en fait, l'évolution de ton regard, effectivement, c'est la même que l'évolution du mien. C'est-à-dire que voilà, avec ma mère, on a depuis toujours une relation très forte, et c'est là que la dégringolade a été la plus dure. Et c'est en ça que je dis une phrase qui peut être entendue, de manière un peu violente, mais je dis la culture du viol, c'est presque pire que le viol, parce qu'en fait, le viol, il est commis par une personne dont le travail est de mettre à distance. Donc, c'est-à-dire, moi, il faut que je sorte de cette emprise, et puis la société décide de le mettre à distance en prison. Mais la question, c'est comment gérer des personnes qui étaient censées me protéger et qui sont censées me soutenir maintenant. Et elles ne font ni l'un ni l'autre. Et effectivement, les personnes c'est ces personnes-là qui, du coup, m'enfoncent le plus. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bord à la piscine. Je pensais pouvoir me raccrocher à mon père, à ma mère, et ça n'a pas été possible. Et au contraire, c'est des personnes qui, dans leurs remarques, dans leur manque d'attention, leur manque de soutien, au contraire, m'ont complètement enfoncé. Et le film, il raconte ça. Il raconte, est-ce qu'on est là pour les victimes? Est-ce qu'on est là pour les personnes les plus faibles? Parce que le manque de soutien, ce qu'on pourrait appeler alors la non-assistance à personne en danger pendant les faits, et puis après la non-dénonciation, le manque de soutien, il est continu. Il ne s'arrête pas à la fin des viols, en fait. Et ça continue tout le temps, et on le voit dans le film. Il y a toujours, j'entends des phrases où j'en reviens pas, en fait. Je me rends compte que je suis seul, en fait. Peut-être pour revenir sur un aspect plus formel du film, tu as parlé beaucoup. Forcément, c'est un film qui parle beaucoup de toi, mais vous étiez deux à la caméra. Il y avait toi et un chef opérateur, si j'ai bien compris. Comment est-ce que vous avez un peu organisé cette collaboration, et comment on choisit de faire un film sur soi? Comment on se dit, ah, attention, cette scène-là, elle va être intéressante, ça serait bien de la filmer. Et alors, en même temps, on est dans un processus aussi qui est très compliqué psychologiquement. Alors, Boris Lévy, mon co-chef opérateur sur le film, est un ami, et on avait déjà beaucoup collaboré ensemble. Il a étalonné 2 de mes films, Être cheval et Printemps, et il a été mon co-chef opérateur sur 2 films, Un troisième testament et Quand tout le monde dort. Donc en fait, ça fait déjà plusieurs films qui se glissent dans ma manière de filmer. Et sur les 2 films sur lesquels on a co-chef OP, on a développé une pratique presque d'hydre à 2 têtes, où parfois je cadre et il tient la perche, parfois il cadre, je tiens la perche, parfois je suis seul. Ouais, voilà, il y a eu vraiment une forme de fusion, d'une certaine manière, entre nos regards. Et surtout, voilà, encore une fois, je l'ai beaucoup expliquer le rapport que j'ai au monde, et notamment ma manière de cadrer le monde. Je pense que je filme comme un myope. Je suis très myope. Et partant d'ailleurs, je parlais du documentaire charnel, dans cette esthétique-là, je n'utilise pas de pied. Je cadre beaucoup, uniquement à l'épaule, et avec un appétit pour les gros plans. Cette idée que, en fait, je veux pas filmer le monde comme un scientifique ou comme si on était au zoo. D'autant plus que je filme souvent des personnes qui ont des parcours de vie ou des situations un peu hors normes ou hors cadre. Et je trouve que ça peut être délétère que de les filmer de loin sur pied. En fait, en gros, on est au zoo, quoi. Donc, on s'est beaucoup approché au cours des précédents films. Et cette grammaire-là, du coup, on l'a continuée de manière évidemment différente, puisque je suis aussi un personnage de ce film. Mais au début du tournage, je lui montrais régulièrement les rushs, et on discutait notamment de sa place dans la pièce. Et au début, c'était problématique. Je lui disais, mais Boris, qu'est-ce que tu fous là? C'est-à-dire, t'as pas le droit d'être à l'opposé de la pièce. Tu dois être avec moi. Tu dois être derrière mon épaule. Et en fait, c'est la manière dont je l'ai formulé. C'était que Ceci est mon corps explore
toutes les strates du prisme de la caméra subjective. C'est-à-dire que parfois je filme, parfois même carrément on enregistre mon écran d'ordinateur, qui est vraiment, donc du coup vraiment c'est plongé dans moi. Parfois je filme et parfois Boris filme, mais avec toujours cette idée qui doit être derrière moi, qui doit filmer en ami, dans le même mouvement que moi je filmerais aussi, quoi. Et d'ailleurs, assez tôt dans l'intention du film, il y avait cette idée que on devient, ou on s'accepte comme victime, on se reconnaît comme victime dans le regard des autres. D'ailleurs, il y a ce verbe de reconnaissance, être reconnu comme ça. Et donc, j'ai dit à Boris, il faut que tu accordes une grande attention au regard des gens, que les gens portent sur moi. Et donc, il y a effectivement des plans très longs, dits d'écoute, mais c'est pas du tout des plans de coupe. Vraiment, c'est exactement l'inverse de ça. De mon avocate, de ma mère, de mon père. Non, mon père, il y a que moi qui l'ai filmé. Où en fait, on voit des regards tantôt incrédules, tantôt dépités, tantôt dubitatifs, tantôt énervés. Et c'était hyper important. Et donc, c'est quelque chose moi, quand j'ai commencé à tourner Ceci est mon corps, j'ai pas tant regardé de films qui traitaient du sujet. Vous parliez au début on parle toujours du sujet. Moi, c'est pas ça que j'ai fait. Je me suis surtout intéressé à d'autres films, notamment des films documentaires, dans lesquels les réals étaient aussi des protagonistes. Et je me suis intéressé à qu'est-ce qui, moi, me paraît juste. Quelle serait ma place juste dans le film ? Quelle serait la place juste d'une caméra dans le film ? Et donc, effectivement, on s'est beaucoup questionné sur ça et aussi sur qu'est-ce qu'on filme. Et donc, à chaque fois que j'avais un rendez-vous chez la thérapeute, finalement, ça n'a pas été gardé au montage, chez les avocates, avec mes parents, je me posais la question de est-ce que je filme ? Qui filme ? Est-ce que Boris vient ? Quelquefois, on avait un ingénieur du son. Combien de temps on filme ? Est-ce qu'on garde une part hors caméra ? Et donc, c'est une discussion que j'avais avec moi-même, que j'avais avec la productrice, que j'avais avec Boris, au regard à la fois de la justesse de la place de ce documentaire dans ma vie, et aussi d'autres critères qui sont financiers, c'est-à-dire, j'avais le droit à un certain nombre de co-chefs opérateurs image, un certain nombre de jours de chef opérateur son, etc. Et donc, effectivement, on a développé un dispositif qu'on avait déjà commencé en vrai sur Quand tout le monde dort et un troisième testament, assez fluide. Parfois j'étais seul, parfois il y avait Boris, parfois il y avait aussi Amaury, le chef opérateur son, parfois il y avait même une assistante réalisation, pour à la fois le mieux épouser les mouvements du réel et à la fois laisser aussi au réel le temps de vivre sans caméra. Il y a beaucoup de choses, par exemple, tu citais tout à l'heure la séquence où je retourne sur un des lieux des abus que j'ai subis. J'y suis retourné après sans caméra. Il y a des plans aussi de la colonie de vacances où j'ai subi. Et donc, j'ai passé une journée sans filmer. Et le lendemain, j'ai filmé les plans qu'on voit dans le film des lits, etc. D'ailleurs, c'est hyper bizarre parce que rien n'avait bougé depuis l'époque. Ouais, trop bizarre. Ouais. C'est vraiment figé, l'église, des fois, souvent. C'est intéressant, parce que finalement, dans le documentaire, un des trucs qui nous intéresse souvent, c'est la place du réalisateur et comment il la réfléchit. Et c'est comme si, dans ton cas, tu as dû la réfléchir, mais vraiment au carré, jusque dans les racines de ton dispositif, dans la relation avec tes collaborateurs. Et ça nous permet du coup de passer à un dernier aspect qu'on voulait évoquer, du coup de parler aussi du financement et de comment on produit un film et comment un tel film et comment on parvient ensuite à le faire vivre aussi, parce que c'est notre but dans le podcast, c'est vraiment d'aborder aussi les enjeux matériels du cinéma. Et donc tu as un peu évoqué le fait que tu pouvais travailler tant de jours avec tel ou tel collaborateur selon ton financement. Question du coup plutôt simple, quel était ton financement et comment as-tu pu être financé pour ce film ? Donc au début, j'ai commencé à tourner seul, à enregistrer seul, et au bout de quelques mois, j'ai été en contact avec Squawk, qui est une boîte de production avec laquelle on envisageait de collaborer depuis pas mal de temps, et on attendait le bon moment, le bon film. Et donc je leur ai parlé de ce film et tout de suite ils ont dit oui.
On savait qu'il y avait quand même une grande part d'inconnu. C'est pas un film scénarisé comme peut l'être un documentaire scientifique ou un documentaire d'histoire. Et donc, on a le premier financement qui est arrivé, c'est un financement public du CNC, qui est ce qu'ils appellent le Fonds d'aide à l'innovation, qui est une aide assez importante et très sélective, qui nous a permis de commencer à tourner à un moment où effectivement il fallait que ça se passe, c'est-à-dire que la procédure elle était déjà enclenchée, le présent était urgent, et donc ça nous a permis d'avancer comme ça et de commencer à trouver le film, c'est-à-dire que j'écrive de manière plus sérieuse, de manière vraiment entière, la note d'intention, le synopsis du film, etc. Et donc, ça nous a fait tenir quelques temps. Et donc, assez vite, on a proposé à Arte de coproduire le film. Et donc, Arte a accepté. Et donc, la difficulté, c'est que le tournage a duré beaucoup plus longtemps que prévu, puisque la procédure a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais à budget constant. Et donc, effectivement, moi j'aime bien... pour tous mes films, être vraiment main dans la main avec la prod exé, c'est-à-dire de voir où l'argent est mis. Et donc, moi, c'est important pour tous mes films de discuter le devis du film pour savoir où est-ce qu'on met l'argent. Est-ce qu'on met de l'argent sur une musique originale ou non? Est-ce qu'on préfère mettre beaucoup d'argent en tournage ou en montage? Et c'est important pour moi que tous ces choix soient faits en bonne intelligence. Et donc là, j'avais d'une certaine manière un crédit de tant de jours de tournage à l'image, tant de jours de tournage au son, avec un tout petit peu d'assistanat réel. Et donc, en gros, ce crédit-là, je crois même qu'on l'a même pas, alors qu'on est passé de 2 à 6 ans de tournage, je crois même qu'on l'a même pas dépassé. J'ai peur de dire une bêtise. Mais voilà, on s'est vraiment bien organisé pour être là au bon endroit. Encore une fois, pour que parfois je tourne seul. Enfin bref, on a bien agencé le truc. Et donc, pour le coup, j'avais demandé très tôt, et c'était c'était clair tôt qu'il faudrait beaucoup de semaines de montage, parce qu'on savait que ce serait un film difficile à monter pour plein de raisons, et qu'on aurait beaucoup de matière. Donc dès le début, on avait un nombre de semaines de montage qui était déjà hors norme, et qu'on a dépassé un peu. Et donc, j'ai proposé en cours de production de faire rentrer une coproduction minoritaire, qui est une boîte de prod à qui j'avais beaucoup bossé, qui s'appelle Kidam, qui avait produit beaucoup de mes films précédents. Et donc, qui est rentré et qui a permis de compléter le financement pour permettre d'avoir une fin de montage paisible. Et une post-production qu'il le soit aussi, c'est-à-dire avoir un temps de montage son et de mixage important, et aussi un temps d'étalonnage qu'il le soit, voilà. En fait, c'est dur en fait c'est dur déjà dans mes films précédents de dire au revoir à un film, de faire ses deuils, et d'autant plus pour celui-ci. Et en fait, la chef monteuse avec laquelle j'ai terminé le film, qui s'appelle Aël Dali Vega, elle a cette force d'être consciente qu'il faut accompagner un auteur ou une autrice jusqu'à ce que chaque plan de son film soit assumé jusqu'au bout, et qu'il soit assumé demain, mais aussi dans une semaine, dans un mois et dans 10 ans. Et donc, elle est consciente que son travail, il fait partie de cela. Il est évidemment dans le fait d'avoir le film le plus abouti possible, le plus abouti sur tous les plans, et aussi que tout doit être décidé. Et vraiment, il y a des choix de montage qu'on a décidé jusqu'au dernier jour, ou la veille du jour. Il y a une phrase notamment qu'on a enlevée de ma mère, l'avant-dernier jour de montage, parce que j'étais là, en fait, c'est encore une horreur qu'elle disait. J'ai dit, non, celle-là, je veux l'enlever. Et de même, la post-production, encore plus. La post-production, c'est vraiment le moment où à la fois on fait exister un film dans son entièreté, c'est-à-dire dans le son et dans l'image, et en même temps c'est le moment où on lui dit au revoir. Et donc pour ça, le temps, il est important. Et c'est pas juste psychologiquement pour faire plaisir à un réal ou à une réal, c'est aussi parce que on arrive à une finesse et une profondeur de choix qui fait que le film, il gagne en strate de manière, et donc il devient d'un bon film à, si possible, un grand film. Donc voilà comment ça s'est passé avec la prod. Les prods.
Je pense que c'est très complet. Oui, c'était très complet. On va peut-être terminer avec une question un peu plus légère qu'on fait d'habitude. Si tu avais tout le budget que tu voulais, quel film tu réaliserais ? Ah bah là je travaille sur une fiction donc ouais. Moi je veux plein d'argent pour cette fiction parce que je veux des stars en plus dedans. Ah tu veux qui donc, on peut avoir des noms? Non je peux pas le dire encore mais et puis c'est en plus c'est une fiction qui est assez ambitieuse, assez rythmée, un road trip et donc ouais là je veux avoir plein d'argent pour faire cette fiction, ouais ça c'est mon rêve. Et un appel out there si vous êtes des producteurs qui nous écoutez. Merci beaucoup Jérôme pour cet entretien. Et on se revoit bientôt pour notre top de l'année. Enfin. En retard.